Bonjour et bienvenue sur 13e rue. Tout l'été, nous allons vous raconter les destins hors du commun d'hommes et de femmes pour qui la réalité a dépassé la fiction. Ce sont des personnages au talent exceptionnel mais aux égos surdimensionnés et qui ont tous un jour basculé dans l'illégalité. Ce sont des criminels d'un nouveau genre. Des criminels 2.0. Avec son look d'adolescent, ses voyages aux quatre coins du globe et son surnom de star du rap, le roi du cannabis, Aryan Roskam, est un dealer hors norme. Si le cannabis est illégal dans la plupart des pays, cet homme d'affaires hollandais a trouvé la bonne combine pour vendre sa drogue. Il opère de chez lui, d'Amsterdam. Grâce à son site, véritable supermarché virtuel de la drogue, ce surdoué du marketing vend à travers le monde les graines de son herbe surpuissante mais dangereuse. Nous sommes allés à sa rencontre dans son QG hollandais pour une interview exclusive. À l'aide d'archives personnelles et du témoignage de ses plus proches amis, voici le portrait de cette figure controversée de la drogue. Un homme qui a su appliquer son génie du marketing et les techniques de vente les plus modernes pour devenir le premier parrain 2.0 de la drogue. Aryan Roskam, le roi du cannabis, c'est tout de suite. Voici l'histoire d'un explorateur borderline qui sillonne la planète par tous les moyens possibles. Sur Terre, sur l'eau ou dans les airs. Notre homme a une obsession qui va en choquer plus d'un. Trouver le meilleur cannabis de jour comme de nuit et le faire savoir au monde entier. Je suis un chercheur d'herbes et je sais que la meilleure herbe pousse ici au Malawi. Cet étonnant voyageur, c'est Aryan Roskam, un Hollandais de 50 ans. Un homme qui a pris l'habitude de filmer sa quête du cannabis parfait et ses expériences les plus folles qui ressemblent à du trafic de drogue. Le tout sans complexe, avec une bonne dose de provocation. Il y a de l'herbe à perte de vue. En France, tu vois, il y a des châteaux, du vin. En Italie, de belles villas avec les arbres autour. Ici, tu vois les belles maisons, mais avec de la marijuana autour. Et ça serait illégal? Alors que l'alcool tue en France chaque année 15 000 personnes de façon légale? Mais Aryan Roskam n'est pas un simple amateur d'herbes mégalo et excentrique. C'est surtout un homme d'affaires qui a bâti en quelques années un empire quelque peu insolite. Depuis qu'il a 30 ans, notre Hollandais se fait appeler le roi du cannabis. Un titre décerné par des stars du showbiz. Un max de respect dans tous les aspects. Peu importe ce que tu en penses, aucun doute là-dessus, c'est le roi du cannabis. Il faut dire qu'Aryan Roskam dirige aujourd'hui une chaîne de 4 coffee shops basée à Amsterdam. Il est devenu en quelques années l'idole des amateurs de cannabis. Il est acclamé à chacune de ses apparitions et rafle même une foule de récompenses dédiées à ses herbes. Merci beaucoup. Je remercie mon manager et toute mon équipe. Il a toujours voulu être le numéro 1, un champion olympique. Et comme ça n'est pas arrivé, il a décidé de devenir la plus grande star de la marijuana. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Je vais être le premier millionnaire ou milliardaire de la marijuana? Autour de sa fortune comme de sa personnalité, il règne toujours un parfum de mystère absolu. Personne ne connaît véritablement sa vie. C'est top secret, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. C'est une étoile filante. Il est arrivé à Amsterdam. Il a illuminé la scène des coffee shops. Peu importe d'où il vient, peut-être même qu'il vient d'une autre planète. En Hollande, Aryan Roskam n'a jamais été inquiété par la police. En revanche, dans la majorité des autres pays, cette activité est jugée criminelle et lourdement sanctionnée. Alors comment a-t-il pu bâtir son empire? Comment cet inconnu est-il devenu le roi du cannabis, une substance dangereuse et interdite dans la plupart des pays du monde? Pour le savoir, nous avons interrogé des membres de son équipe, mais aussi des témoins de sa fulgurante ascension.
Nous avons même décroché in extremis une interview du king de la marijuana. Portrait d'un businessman avisé, capable d'appliquer à une drogue les codes du marketing. Un homme qui a toujours su repousser les limites de la légalité. Quand Ariane Roskam commence à faire parler de lui, il a 25 ans. Mais avant cet âge, sa vie reste une parfaite énigme. Un mystère soigneusement entretenu par Ariane lui-même. Aujourd'hui, notre homme a 50 ans et il a pour habitude de refuser les interviews télé. Car il préfère rester très évasif sur son business sulfureux et encore plus sur son enfance. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de mystères autour de ça. J'ai grandi en Afrique. À l'âge de 7 ans, j'étais plutôt seul. Et pour survivre sur cette planète, il a fallu s'endurcir, travailler dur, prendre des risques. Et plus tard, j'ai vécu en Asie. J'ai vécu dans 12 pays différents. Nous n'en saurons guère plus sur ses parents ou sur son parcours scolaire. En revanche, une chose est sûre. Notre grand voyageur est revenu dans les années 80, dans son pays natal, la Hollande. Et plus précisément à Amsterdam. À l'époque, cette ville tranquille, célèbre pour ses canaux, ses balades à vélo et son ambiance romantique, est en passe de devenir une bizarrerie aux yeux du monde. Car depuis une quinzaine d'années, dans certains quartiers, des boutiques étonnantes sont apparues. Des coffee shops. On y propose du hashish. Et dans d'autres magasins, des champignons hallucinogènes. Une révolution. Une pratique commerciale tolérée par le gouvernement. La Hollande apparaît alors comme le pays le plus permissif au monde en matière de drogue. Bernard Brunig est le propriétaire du premier coffee shop à Amsterdam. Il se souvient très bien de ses débuts confidentiels. Il n'y avait rien sur l'immeuble, à l'extérieur, qui indiquait coffee shop ou marijuana. De dehors, tu ne pouvais absolument pas voir qu'il y avait quoi que ce soit en rapport avec le cannabis. Et on faisait les choses un peu secrètement. La plupart des coffee shops sont des endroits très sombres, assez glauques, avec de toutes petites fenêtres, de gros néons dehors et du reggae à l'intérieur. C'est le stéréotype d'un coffee shop, un endroit glauque et très sombre. C'est dans ce décor qu'Ariane Roskam tente de percer. Et il a déjà une vision très précise de son futur business. Il veut casser le marché du hashish. Le hashish, c'est cette pâte marron extraite du cannabis. Ariane lui veut imposer un nouveau produit. De l'herbe. De la marijuana qu'il a glanée lors de ses voyages. Et pour la vendre, il va adopter un incroyable discours commercial. Il va bâtir une légende aussi difficile à vérifier qu'à croire. J'étais jeune et je faisais un trekking en Thaïlande avec mon sac à dos. Et j'ai rencontré un très vieux docteur. Un guérisseur à la fin des années 70. Il soignait les héroïnomanes avec de la marijuana. Et je me suis dit, c'est impossible, il est complètement fou. Mais j'avais 17 ans, j'étais très jeune. Je suis resté 1 jour, 2 jours, et finalement 1 semaine entière, à regarder cet homme, et quand je suis parti, il m'a donné ses graines. Et il m'a dit, ces graines renverseront les gouvernements dans le futur. Elles sont très puissantes, très bonnes. Une marijuana prétendument révolutionnaire qu'il va modifier en laboratoire grâce à des botanistes et des techniques modernes. Son but ? Obtenir une herbe très concentrée en THC, le principe actif du cannabis. Le docteur Debourg, un addictologue français,
reçoit tous les jours dans son cabinet des consommateurs de cannabis. Il sait très bien que ces produits très concentrés ne sont pas sans conséquences pour la santé. Il va y avoir une dépendance plus forte. La dépendance au cannabis, elle est essentiellement psychique, mais quand même, on voit bien en clinique que quelqu'un qui fume régulièrement des herbes, surtout concentrées, ou le cannabis concentré, va avoir du mal à arrêter, il va avoir de l'insomnie, il va avoir de l'irritabilité, il va avoir des syndromes dépressifs, etc. Si vous consommez une herbe très concentré, vous avez plus de risques d'accident aigu. Si vous êtes un peu fragilisé, ou si vous êtes à un moment fragile de votre vie parce qu'il vous est arrivé des événements un peu difficiles, eh bien, avec cette herbe concentrée, vous risquez plus des bad trips, comme on dit. Le sujet va avoir tendance à se replier sur lui-même. On peut, à l'extrême, avoir des gens qui passent leur journée à regarder la télé sur un canapé. Des effets secondaires dont Ariane Roskam n'a que faire. Sa marijuana, il va la proposer à différents coffee shops, mais à sa grande surprise, personne n'en veut. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les revendeurs n'étaient pas motivés. Ils disaient juste aux clients « vas-y, essaye ». Du coup, les variétés que je cultivais, ils me les ont rendues au bout de 2 mois, en me disant « les gens n'en veulent pas ici, c'est un pays où on ne fume que du hash, pas de la marijuana ». Pour le jeune homme, c'est une immense déception. Mais Ariane est ambitieux et têtu. Puisque les Hollandais ne veulent pas prendre son herbe, alors il va la vendre lui-même. Et pour cela, il va casser les codes des coffee shops. Nous sommes en 1992. Ariane Roskam cherche à ouvrir son propre coffee shop. Il n'a pas beaucoup d'économies. Alors il va miser sur ce quartier populaire, notamment cette rue, la Tolstraat. Et là, il va prendre un risque fou. Rendre totalement transparent ce qui, jusqu'à présent, était caché. Son premier coffee shop possède donc une grande vitrine. L'intérieur est soigneusement décoré. L'endroit se veut convivial. Il propose même une carte de snacking assez élaborée. Une stratégie bien pensée pour attirer des clients qui ne seraient jamais entrés dans un coffee shop. Il a compris que pour rendre le monde du cannabis plus acceptable, il fallait le rendre plus glamour. Qu'il fallait améliorer le statut social des coffee shops. C'est ça qu'il a très bien compris. Tout est transparent. On peut regarder à l'intérieur et voir ce qu'il se passe. Parce qu'il n'y a rien à cacher. Les gens fument tranquillement du cannabis, ils parlent ensemble et ont des conversations intéressantes. Et il n'y a rien de mal à cela. Joachim est aujourd'hui le directeur d'un des coffee shops d'Ariane. Il a débuté comme simple serveur. Il sait bien que tout a été minutieusement étudié. Nous faisons toutes les décorations nous-mêmes. Depuis le début, Ariane a tout pensé. Les tables, l'éclairage, tout ce que vous voyez a été fait à la main et créé par Ariane et sa femme Brenda. Et c'est une énorme différence avec les autres coffee shops. Et il existe une autre différence et pas des moindres. Ariane Roskam est un excellent commercial. Alors il va faire de son coffee shop une marque, avec un nom, Greenhouse, et un logo, du jamais vu. Le marketing débarque dans l'univers des fumeurs de joint. Il représente un changement de ce marché qui était petit, Babacool à l'origine, et maintenant c'est commerce. Ariane est assez futé pour se dire qu'il doit proposer le plus beau des coffee shops. Le logo le plus travaillé puisque les autres coffee shops n'ont même pas de logo. Je pense qu'il a tout anticipé en se disant « je veux être le meilleur et ça rapportera ». Ariane veut que le nom de Greenhouse dépasse les frontières du pays. Alors il va avoir une idée qui va booster ses ventes. Participer à la Cannabis Cup. Il s'agit d'un concours hallucinant. Une compétition qui serait immédiatement interdite si elle se déroulait en France. Car la consommation de drogue y est non seulement prohibée, mais aussi dangereuse pour la santé. La Cannabis Cup récompense
entre guillemets, les meilleurs coffee shops. Meilleures herbes, meilleur hashish. On y trouve tout ce qui peut se fumer sur Terre. C'est le rendez-vous incontournable des fans de joint. En 1993, pour la première fois, la manifestation s'ouvre au grand public. Avec son look de rocker, Ariane le sait, il s'agit d'une formidable opportunité. À ses côtés, Stephen Hager, le rédacteur en chef de la revue américaine High Times Magazine, considéré comme la Bible pour les consommateurs de marijuana à travers le monde. C'est aussi l'organisateur de la Cannabis Cup. Il se souvient très bien de l'arrivée spectaculaire du patron de Greenhouse. Ariane est arrivé et il a placé un petit bar avec de la bière gratuite dans la salle que nous avions. Il les a distribués et il est venu me voir et m'a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? De quoi as-tu besoin ?» Il aurait fait n'importe quoi pour se rendre utile. Non seulement Ariane cajole le public, mais il va en plus chouchouter les membres du jury. Une idée très astucieuse. Ariane avec Greenhouse est le petit nouveau de la manifestation. J'avais déjà couvert l'événement depuis des années. Et c'est là que j'ai vu ces petites camionnettes passer dans la ville, transportant les Américains vers la manifestation. Tout ça aux frais de Greenhouse. C'est très futé. Tu n'as pas besoin de dire à ces gens « vote pour moi » ou sinon « je te conduis pas ». Mais quand même, tu leur facilites la vie. Donc il a commencé à faire ça et à conduire des juges au Greenhouse. Et quand tu arrives là-bas, en plus, tu as de petits cadeaux. Parfois une écharpe pour mettre autour du cou ou peut-être un t-shirt. C'était un vote populaire et c'était le garçon le plus populaire. Je veux dire, c'est le plus sympa des gars. Donc il a en quelque sorte dominé l'événement. Et sa stratégie fonctionne à merveille. Greenhouse gagne le prix du meilleur coffee shop. Dès sa première participation, il décroche le titre tant convoité. C'est le début d'une longue série. Greenhouse remporte la 12e édition. La simple évocation de ces coffee shops déclenche l'hystérie dans la foule. Il devient une célébrité au discours bien rodé. Je voudrais remercier mon manager, toute mon équipe. Merci à l'Italie, l'Angleterre, le Japon, l'Espagne, tous les pays qui sont venus. Mais une ombre plane sur toutes ces victoires. Ces coupes, il les a acquises aussi en jouant les chauffeurs de taxi pour les membres du jury. Et puis, il s'est mis dans la poche une partie du public en distribuant toutes sortes de gadgets. Dans l'histoire, il y a aussi qui est-ce qui a fait le plus de merchandising, qui a distribué le plus de casquettes, qui a fait tourner le plus de joints gratuits, qui. Et Ariane, il a quand même eu des rappels à l'ordre en matière de merchandising un peu trop agressif, notamment au Cannabis Cup, et il est très présent. Il a su aussi très bien vendre son histoire. Ses méthodes nouvelles, sa proximité avec le jury. Tout cela agace ses concurrents. Certains l'accusent même de tricherie. Notre patron veut gagner la coupe. Ariane aussi. Et il met beaucoup d'argent dans sa promo. Et ce n'est pas juste pour tous ceux qui n'ont pas autant d'argent à investir. Et les plus vieux coffee shops, ils savent qu'ils ne pourront pas gagner. Ils le détestaient. Ils étaient jaloux de lui. Comme c'était un bon ami à moi, du coup, tout le monde croyait que je le favorisais. Ce qui était faux. On a essayé de faire en sorte qu'il ne gagne pas. Je changeais les règles chaque année pour rendre les choses plus difficiles pour lui. Parce que je savais que ce n'était pas bon pour la compétition s'il gagnait tout le temps. C'est devenu un peu un jeu entre nous. J'essayais de faire gagner quelqu'un d'autre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider les autres, mais Ariane gagnait à chaque fois. Rien ne l'arrête. Ariane obtient même la consécration dans cet univers en faisant la une de High Times Magazine. De quoi booster définitivement sa popularité dans le cercle de fanatiques de marijuana. C'est un homme séduisant et d'ailleurs la couverture a été très populaire.
et ce numéro s'est très bien vendu. Tout le monde dans le mouvement a su dès cet instant qui il était. Son entreprise a juste décollé comme une fusée et il a commencé à faire des millions de dollars. Au total, en 20 ans, Ariane va remporter 84 titres à la Cannabis Cup. L'impact de cette compétition est énorme, parce qu'il y a tant d'Américains qui viennent ici tout au long de l'année, et pas juste pendant la Cannabis Cup. Et s'ils savent qu'un coffee shop a gagné 20 coupes, bien sûr, ils iront là-bas. Si tu gagnes une coupe, l'année suivante, tu fais quelques millions supplémentaires à vendre tes graines. C'est une formule qu'Ariane a découvert. Avoir un très bon coffee shop, un très bon produit, participer à la Cannabis Cup et vendre l'herbe, et donc ramener encore plus de clients dans ton coffee shop qui vont venir pour acheter, etc., etc. C'est un véritable cercle sans fin. Et à chacune de ces victoires, Ariane rapporte ses précieux scoops dans ses boutiques. Champion du monde encore. Et il va les placer bien en évidence dans ses coffee shops. Celui qui a fait sa célébrité avec une drogue pourtant dangereuse pour la santé et illégale dans la plupart des pays, va aller encore plus loin en trouvant une autre idée pour devenir encore plus célèbre. Nous sommes en 1999. Grâce à ses victoires à la Cannabis Cup, Ariane a pu ouvrir 2 nouveaux coffee shops à Amsterdam. L'un dans le quartier rouge et l'autre à Waterloo, en plein dans le quartier d'affaires. Ariane a ouvert 3 coffee shops dans un laps de temps très court. Et la banque de graines s'est ouverte également à cette période. Nous étions extrêmement occupés et plein de gens célèbres venaient spécialement ici grâce au Cannabis Cup. Donc tout s'est passé très vite pour nous à cette époque. Il devient un des plus grands vendeurs de toute la Hollande. Durant les 4 années suivantes, il ouvre une nouvelle boutique, et une autre boutique, et une autre boutique. Et comme Ariane est devenue une célébrité grâce à ses trophées, il va voir arriver une clientèle inattendue. Des stars américaines. L'acteur Woody Harrelson et le groupe Cypress Hill sont les premiers à fouler ces greenhouses. Nous avons été très agréablement surpris que Woody Harrelson et Cypress Hill viennent, parce qu'ils avaient su grâce au magazine High Times qu'on avait gagné plusieurs Cannabis Cup, et donc ils sont venus pour profiter de notre herbe. Comme ils avaient passé un bon moment, ils en ont parlé à leurs amis, et leurs amis sont venus eux aussi. C'est une aubaine pour Ariane. Il s'arrange pour photographier ses toutes premières vedettes. Et il va se battre pour en faire venir beaucoup d'autres. Comme Rita Marley, la femme d'un célèbre fumeur de joint devant l'Éternel. Il a un vrai don pour le marketing. Il sait se faire des amis et comment influencer les gens. Il a de très bons contacts avec les organisateurs d'événements, les impresarios et les festivals de musique. Et tous ces gens savaient que s'il y avait des célébrités fumeuses, ce qu'elles font pour la plupart, et qu'elles venaient à Amsterdam, elles voudraient aller dans un coffee shop. Et le meilleur endroit où les amener, c'était Greenhouse, car elles seraient toujours bien reçues. Ariane serait là pour prendre des photos avec elles. Et en quelques années, tout le Gotha d'Hollywood défile dans ces coffee shops. Eminem, Dennis Hopper, Mike Tyson, Alanis Morissette, 50 Cent, Lenny Kravitz, tous deviennent des habitués. Et leur portrait trône sur le Wall of Fame. Ariane est devenue la coqueluche des stars américaines. La culture de cool des années 70, 80, etc., le côté baba cool n'est plus très vendeur. Lui, il va s'ingénier à rendre plus vendeur une nouvelle culture qui utilise effectivement la venue de stars qui sont en général très pro-légalisation du cannabis, hein, et il va s'en servir comme marchepied sur le plan marketing. Mieux, une de ses stars va le couronner, le rappeur Busta Rhymes. Cet Américain va lui faire la plus belle des publicités.
Ce mec, c'est le véritable parrain du cannabis. Le roi du cannabis en personne, avec le calice du cannabis. Vous les gars, vous n'y connaissez rien. Vous n'avez pas la chance d'avoir ça, vous. Je suis là avec le roi du cannabis. Maintenant, je voudrais juste qu'on le félicite. Féliciter le roi du cannabis. Ça, c'est ce qu'on appelle la royauté. Respectez-le à max dans tous ses aspects. Ne posez pas de questions, reconnaissez juste la vérité. Ce mec, c'est le roi du cannabis. Arian jubile. Il s'empare immédiatement de ce nouveau titre qui devient son pseudo, sa signature. C'est le vrai roi du cannabis. Et c'est à partir de là qu'on a tous commencé à appeler Arian roi du cannabis. Arian s'empresse de transformer son nouveau titre en légende vivante. Mila, 70 ans, une des figures emblématiques du hashish, n'en revient toujours pas. Je me souviens du jour où il s'est autoproclamé roi du cannabis. Et il avait créé cette espèce de petite poupée à son effigie. On a tellement ri. Comment as-tu pu faire un truc pareil? Il a toujours voulu être le numéro 1, un champion olympique. Mais comme ce n'est pas arrivé, il a décidé de devenir la plus grande star de la marijuana. Désormais, les stars accourent du monde entier chez Greenhouse pour se faire photographier avec le King. Elles viennent et disent « On veut rencontrer le King !» Comme Wesley Snipes qui est arrivé dans notre coffee shop et a demandé au barmaid « Je peux voir le King, je veux faire une photo avec lui et vous pourrez l'accrocher au mur. » Et à partir de ce moment-là, petit à petit, toutes les stars qui venaient à Amsterdam voulaient rencontrer Arian et être présentes sur le mur. Le roi du cannabis a 31 ans, 3 coffee shops, des dizaines de coupes et sa renommée s'étend jusqu'aux États-Unis. Et pourtant, il est à 2 doigts de tout perdre. Son business est menacé. À la fin des années 90, la Hollande est devenue une zone grise. Le paradis des fumeurs de joint, certes, mais aux yeux de l'Europe, il s'agit d'une dangereuse exception. Car tous les autres pays sont en guerre contre le cannabis. Une drogue reconnue par de nombreux experts comme dangereuse pour la santé. Au premier titre par la France. Jacques Chirac ne supporte plus la tolérance hollandaise. Et il va le faire savoir. Le pire ennemi de la Hollande, en tout cas quand on se prend du point de vue du cannabis en Europe, ça a été la France. Avec Jacques Chirac, qui proposait qu'on boycotte les produits hollandais s'ils n'arrêtaient pas les coffee shops. Et le lobbying de Jacques Chirac va payer. En 1996, la loi hollandaise se durcit. Il est désormais interdit de vendre de l'herbe ou du hashish à proximité des écoles. Il faut posséder une licence pour ouvrir un coffee shop. Quant aux quantités de cannabis, elles sont maintenant très encadrées. Le stock d'un coffee shop est limité à 500 grammes. La vente, elle, ne peut pas dépasser 5 grammes par personne. C'est un coup dur pour les coffee shops hollandais. La moitié d'entre eux va fermer. Et surprise, dans ce contexte morose, notre roi du cannabis garde le sourire. Mieux, il étend son empire. Je me souviens très bien quand il a ouvert son dernier coffee shop. Les gens ont halluciné. Tous les coffee shops fermaient un à un à Amsterdam. Et Arian en ouvrait un nouveau. Il a réussi à en ouvrir plusieurs. C'était pas évident du tout d'avoir plusieurs licences. Donc il a réussi à être efficace, mais il n'a jamais perdu une seule licence. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Alors comment expliquer que notre chef d'entreprise prospère alors qu'un coffee shop sur 2 est en train de fermer? Une partie de la réponse réside dans un de ses talents, son sens de la communication. Arian Roskam a décidé d'ouvrir en grand ses établissements politiques. C'est très intelligent d'être aussi transparent que possible et d'aller chercher ces gens et de les inviter à entrer pour leur dire
Regardez, voilà ce que je fais. Parce qu'alors tu as d'excellentes relations. Donc je suis persuadé que c'est comme ça qu'Ariane a géré ses affaires. Franco Loya, botaniste et bras droit d'Ariane, a vécu le durcissement de la loi hollandaise. Selon lui, pour surmonter la crise, Ariane a tout fait pour calmer les politiques. Les autorités d'Amsterdam considèrent Ariane plus comme un porte-parole pour l'industrie que comme un propriétaire de coffee. Il a été porte-parole pour les propriétaires de coffee pendant de nombreuses années. Et il était sans arrêt en contact avec le maire, avec le chef de la police. Il n'a jamais eu peur de montrer son visage, ses magasins, ce qu'il est en train de faire. Il a toujours essayé d'être aussi honnête que possible, autant que les autorités le lui permettent. Je pense que les autorités ont toujours apprécié ça parce que dans ce milieu, ce n'est pas facile de trouver des gens avec cette attitude. La plupart préfèrent rester en retrait et n'aiment pas que les gens se mêlent de leurs affaires. Seulement ça ne suffit pas. Car Ariane affronte un problème fondamental. Il a toujours plus de clients, donc il doit avoir des quantités d'herbes toujours plus grandes. Or, la loi est devenue très stricte. Pas d'importation. Aucun stock de plus de 500 grammes. S'il veut faire tourner ses boutiques, il va devoir pousser la loi dans ses limites. Si tu regardes comment on doit organiser quotidiennement les coffee shops, c'est très compliqué. Et on peut dire que c'est un peu comme le jeu du chat et de la souris. Donc c'est un jeu de dupes. Et dans cette espèce de jeu de poker menteur, Ariane a été très bon. Parce qu'il est encore là, il a augmenté son empire, il a pu ouvrir différents endroits. Selon l'endroit ou le moment, ça peut être plus ou moins compliqué, mais ça l'est toujours un peu. Il y a vraiment très peu d'endroits sur la planète où on peut faire pousser totalement dans la légalité. Donc c'est vraiment difficile de rendre tout cela possible. Voici le plus gros défi pour Ariane. Trouver les plantes. Officiellement, les Hollandais ne peuvent pas en avoir plus de 5 plants par personne. Alors Ariane, comme beaucoup d'autres, a trouvé une parade. Il sollicite 150 petits producteurs, comme par exemple des fermiers ou des étudiants. C'est pas une légende de dire que beaucoup d'étudiants à Amsterdam se regroupaient à 2-3 pour vivre dans une pièce et le reste de l'appartement était rempli d'herbes. Et ils payaient leurs études comme ça. Officiellement, Ariane n'a jamais été arrêté par la police. Il aurait toujours respecté la loi. Seulement, on peut s'interroger. Ces petits producteurs parviennent-ils à faire tourner ces boutiques? D'où provient exactement son herbe? Il n'existe aucune traçabilité précise. Seule certitude, il a embauché des botanistes qui étudient à la loupe la croissance du cannabis. Pour le reste, au sujet de son approvisionnement, le mystère demeure. Le doute est permis. Il faut bien voir que tous ces gens comme Ariane qui ont prospéré sur ce marché, ce sont des gens qui ont très bien su jouer avec les incohérences de la loi, en restant toujours un peu à la limite, c'est-à-dire en ayant une justification officielle de ce qu'ils étaient en train de faire, tout en ayant des pratiques qui étaient peut-être un petit peu plus limites. Après tout, même si on peut en douter dans le fond, il n'y a rien qui prouve qu'il ne soit jamais sorti du cadre de la loi néerlandaise, c'est-à-dire vous êtes autorisé à faire pousser quelques pieds de cannabis chez vous, à en fournir le coffee shop le plus près de chez vous, à condition que tout ça se passe dans la transparence. C'est difficile de croire que des empires se sont montés sur cette base-là. Maintenant, il n'y a rien qui prouve le contraire. Alors qu'en France et dans de nombreux pays, faire pousser du cannabis est strictement interdit par la loi et sévèrement puni d'amende, ainsi que de peine de prison, Ariane Roskam sait parfaitement déjouer les règles si particulières de son pays. Mais l'homme d'affaires ne s'en contente pas et va aller encore plus loin. Il décide de se développer dans des pays où le cannabis est formellement interdit. Et pour cela, il va prendre des risques fous et se montrer particulièrement provocateur. Au début des années 2000, Ariane est un pro de la communication et du marketing. Et il va bénéficier d'un coup de pouce inespéré. Car à cette époque, une révolution technologique monte en puissance. Internet.
Le web s'installe peu à peu dans le monde entier. Ariane Roskam s'engouffre dans la brèche, car il a bien compris qu'Internet ignore les frontières. Il lance donc un des tout premiers sites de vente en ligne dans son secteur sulfureux. Je ne sais pas s'il a la meilleure herbe du monde ou si c'est le roi du cannabis, mais qu'en tout cas, en termes de communication et de positionnement, c'est un de ceux qui a tout compris et qui est déjà dans les réseaux sociaux, naissants à l'époque, presque ridicule, mais quand même, qui est déjà avec un site internet, ce qui à l'époque était une performance. Et surtout, grâce au web, Ariane peut vendre dans tous les pays du globe. Seulement, il se heurte à un problème a priori insoluble. La marijuana est interdite dans la plupart des pays du monde. Alors il va avoir une idée géniale. Vendre non pas de l'herbe, mais de simples graines. Cela semble à peine croyable, mais ces petites graines de cannabis ne sont pas considérées comme de la drogue. Tu as le droit quand même d'avoir des graines, mais tu as le droit d'avoir des graines à un moment que tu ne les fasses pas des graines de cannabis, qui fassent plus de 0,0% de THC. Tu as le droit, à condition que tu ne les plantes pas. Donc tu peux très bien dire, voilà, ce sont des graines de collection que j'ai ramenées de Hollande et tout ça. Donc il y a une espèce de vide juridique dont tout le monde a profité. Et c'est vrai que maintenant, plus personne, ou rares sont les personnes qui ont peur en achetant des graines de cannabis sur Internet. Les graines étaient envoyées par courrier. Les gens mettaient du cash dans l'enveloppe avec l'adresse à l'intérieur et on leur envoyait les graines. Car elles sont légales dans la majorité des pays. Donc la seule règle, c'est de ne rien envoyer aux USA, car là-bas, les graines sont illégales. On répond seulement aux pays où la loi est assez floue et qui acceptent qu'on envoie des souvenirs. Évidemment, ça a permis une possibilité infinie, puisque les acheteurs prenaient un risque assez limité, c'est-à-dire, la douane saisit une enveloppe avec 10 graines à l'intérieur, vous ne risquez pas des années de prison. Et de l'autre côté, le vendeur, lui, ne prend aucun risque, étant donné qu'il est protégé par la loi dans son pays. Et il va vendre ces graines de façon très maligne, en les proposant dans ses boîtes estampillées « Souvenirs ». Le tout avec une rentabilité maximale. Comptez en moyenne 20 € la boîte de 5 graines. C'est un nouveau pied de nez à la France, bien obligé de reconnaître qu'il n'y a là rien d'illégal. Le commissaire Clément Vivès, un des responsables de la lutte anti-drogue, l'avoue, un peu gêné. Il ne peut rien faire contre ces graines. S'agissant des graines de cannabis, qu'il s'agisse de la loi ou de la jurisprudence, à l'instar de plusieurs pays européens, notamment les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne ou l'Espagne, en France, l'acquisition, la détention, le transport de graines de cannabis n'est pas sanctionné. Alors, Ariane Roskam est une personne étrangère qui a une activité tolérée dans son pays, donc à ce titre, police et gendarmerie nationale n'ont rien à lui reprocher. Aucun pays n'attaque son business si borderline de graines. Alors, Ariane Roskam va franchir un nouveau palier et repousser encore plus loin les limites, au-delà de la loi. Alors que la production de drogue à partir de ces graines est totalement interdite quasiment partout, et notamment en France, il va le faire au grand jour. Nous sommes en 2006, et Ariane est sur le point de lancer des vidéos inédites. Des tutoriels pour montrer comment faire pousser du cannabis. Et il compte bien se mettre en scène. J'ai dit à Ariane, pourquoi tu ne mettrais pas tes vidéos sur YouTube? Et Ariane m'a répondu, c'est quoi YouTube? Je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai expliqué, tu vois, c'est un nouveau site internet sur lequel tu peux partager des vidéos et tout le monde peut les regarder et je pense que bientôt tout le monde s'en servira. Il m'a dit, ok, pourquoi pas, tu peux essayer. Salut, je suis Ariane de la Greenhouse Seed Company. Ariane vend déjà des graines, maintenant il franchit le cap illégal. Il va apprendre sans ambiguïté aux internautes à cultiver une drogue. Ce que nous allons faire pour la première fois de l'histoire, nous allons vous montrer comment faire pousser chez vous des variétés championnes du monde. La marijuana de rêve, ça c'est de la vraie. Il y a des tas de mythes et de légendes et de choses cachées autour de la culture. Mais il n'y avait aucune véritable information scientifique sur comment faire pousser la marijuana.
Alors on s'est dit que si les gens achetaient nos graines, c'est normal de leur expliquer comment faire avec. Après tout, lorsque tu achètes un produit, on te dit quoi faire avec. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais bien sûr, c'était dangereux, car quand tu es le premier à faire un truc pareil, tu ne sais jamais comment le monde va réagir. Regarde ça, c'est incroyable. Là encore, Ariane est à la limite de la légalité. Si la vente de graines est tolérée, rejoignez-nous dans notre club de jardinage. En revanche, la culture ne l'est pas du tout dans de nombreux pays. Ainsi, en France, ces vidéos seraient qualifiées de provocation de délit d'usage. L'incitation à la consommation de produits stupéfiants n'est pas légale, mais ce site est hébergé à l'étranger. Et donc, pour les sites hébergés à l'étranger, nos moyens sont totalement inexistants. Difficile alors pour ces pays de lutter contre l'autoculture. Entre marketing et législation, le combat est inégal. Produire devient ainsi un jeu d'enfant. Pourtant, pour le consommateur, fumer une herbe qu'il a lui-même fait pousser augmente les risques d'addiction. Quelqu'un qui produit lui-même son cannabis, il va y avoir d'abord un sentiment de sécurité un peu fallacieux, c'est-à-dire qu'il va se dire je n'achète pas un produit que je ne connais pas, qui peut être coupé par différentes choses, différentes substances nocives. Je produis quelque chose de pur puisque je sais que c'est moi qui le fais pousser, donc je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Il y a une grande arnaque sur ce cannabis. Tous ces gens qui font de l'autoproduction ont le sentiment que parce qu'ils achètent leurs graines et qu'ils cultivent eux-mêmes, eh bien, ils vont avoir un cannabis bio. C'est totalement faux. En fait, ce sont des OGM et tout est calculé par ceux qui, à la base, sont des trafiquants pour renforcer le taux de THC et donc la dépendance aux produits. Donc, ça n'a rien de bio. Ariane Roskam profite de ce flou sur Internet. Dans son pays, l'activité est légale et il n'a jamais été inquiété. Mais ses clients, eux, risquent beaucoup. En France, faire pousser ses graines, c'est s'exposer à une peine allant jusqu'à 20 ans de prison. Son odeur est si intense, elle est super scotchante. Nos vidéos étaient les seules où on pouvait voir des visages, celui d'Ariane et celui de Franco. On était les seuls sur YouTube. Il n'y avait que des gens avec des masques, faisant des trucs illégaux, montrant des trucs débiles, mais aucune qui apprennent vraiment à cultiver. Donc moi, j'étais un peu stressé pour Ariane et Franco. Je me disais, on va peut-être avoir des problèmes, parce que ce n'est pas vraiment légal ce que nous faisons. On met ça sous les yeux de tout le monde, et peut-être que le gouvernement et d'autres autorités ne vont pas apprécier. On nous a jamais rien dit, et les vidéos ont commencé à être de plus en plus vues. Ça a amené les internautes vers notre site qui était de plus en plus visité. Ariane profite de ce succès et de cette tranquillité pour lancer 3 nouveaux sites sur Internet. Cela n'a rien d'anodin. Il vient en réalité de bâtir un système économique très abouti. C'est un peu comme un triangle. Tu as d'un côté les coffee shops, et de l'autre la banque de graines. Et pour le dernier, tu as Internet et les célébrités. Tout cela marche ensemble et chacun rend les autres plus forts. Chacun de ces coffee shops rapporte environ 3 millions d'euros par an. Ces sites Internet sont très rentables. Ariane a donc suffisamment d'argent pour se bâtir désormais une légende. Celle d'un aventurier qui sélectionne les meilleures herbes du monde. Cette nouvelle étape commence en 2007. Ariane surgit dans le bureau d'Eiko, son directeur de la communication, car il vient d'imaginer un nouveau concept encore plus fou. Il m'a dit, j'ai une nouvelle idée, je veux emmener une équipe de tournage avec nous, partout où on va, en Afrique, en Inde ou en Amérique du Sud, et je veux filmer les endroits où on récolte les différentes variétés de marijuana pour montrer aux gens tout ce qu'il faut faire pour avoir une variété aussi importante de graines. On ne savait pas comment faire.
C'était l'interrogation. Une grande aventure. Et à ce moment-là, on regardait Crocodile Hunter avec Steve Irving. Repose en paix. Et on adorait ce programme. Le style de cet homme qui montrait tellement de passion pour ce qu'il faisait, qui était bien plus grande que la peur. Et c'est ce qui nous a inspirés. Si ce gars est un chasseur de crocodiles, nous on sera les chasseurs d'herbes. Il est arrivé avec le nom de chasseur d'herbes. Un jour, il m'a dit « On part la semaine prochaine, on va aller au Malawi, on a besoin d'un logo, chasseur d'herbes. » On va avoir une voiture, on a besoin d'un logo pour la voiture, on a besoin d'une équipe de tournage. Il est temps de montrer au monde qu'on est vraiment parti de rien. Quelques semaines plus tard, Ariane et Franco partent rejoindre Simon, un guide d'Afrique du Sud. Ils tournent au Malawi, ce qui s'apparente à un documentaire. Il s'agit en réalité d'une habile publicité qui confère à Ariane un nouveau statut, celui de baroudeur. Sam, skunk man, we find your stuff, mate. L'idée à la base, c'était juste de faire un seul documentaire sur un jour de la vie d'Ariane, pour montrer qu'il ne reste pas assis sur sa chaise à Amsterdam, que ça nécessite beaucoup de voyages. Donc on a fait un documentaire, on n'avait pas prévu de devenir si populaire. Quand on a fait le premier, on n'avait pas prévu de faire le deuxième, on pensait juste faire une petite vidéo. Mais il y a eu tellement d'écho parmi les jeunes à travers le monde. Une fois qu'on a mis la première vidéo du documentaire Chasseur d'herbes au Malawi, dès la première semaine, on a eu 150 000 vues, quelque chose comme ça. En se montrant comme un businessman capable de vivre ses aventures tout en fumant allègrement des joints, Ariane Roskam véhicule un aspect cool et inoffensif du cannabis, un produit qui reste avant tout une drogue. C'est un des effets pervers de son business. Il va donner une image de quelqu'un qui fume, qui va très bien avec le cannabis, même avec des cannabis de plus en plus concentrés. Et c'est vrai que c'est un petit peu fallacieux, mais ça c'est toujours les mêmes problèmes de la publicité qui montrent toujours les choses sous le meilleur angle. Il utilise ce que fait la publicité pour une lessive. Hein, c'est le même principe. Direction l'Inde, le Maroc, le Swaziland, Trinidad et même plus récemment la Colombie. Chaque nouvelle vidéo atteint des sommets d'audience. Jusqu'à 3,5 millions de vues sur Internet. Sauf que dans ces tournages, Ariane prend des risques énormes. Il filme dans des pays où la culture et la consommation de marijuana peuvent valoir jusqu'à 10 ans de prison. Et quand est-ce que vous l'avez planté? Alors régulièrement, Ariane et ses équipes filment en caméra cachée. Comme par exemple ce passage de frontière entre l'Espagne et le Maroc. Dans les pays arabes, ce qu'ils te demandent, c'est de l'argent. C'est pour ça que ça prend du temps de passer les douanes. Mais la principale difficulté concerne certaines personnes interviewées. Elles demandent à être floutées car elles pourraient être condamnées dans leur pays comme trafiquants de drogue. Une situation délicate à gérer pour nos chasseurs d'herbes. Ils doivent régulièrement mentir aux autorités. On essaie toujours d'être discret sur le tournage de documentaires pour que les gens ne sachent pas ce qu'on prépare. Parce que c'est dangereux pour la sécurité de tout le monde. Parfois, c'est vraiment dingue parce que rien ne se passe comme prévu. Il y a des contrôles de l'armée, des gens qui essaient de confisquer les caméras, ou des gens sur place qui veulent savoir quel genre de documentaire on fait. Et un jour, Ariane a répondu « On fait un film sur les oiseaux ». Et le gars a dit « Oh super, c'est ma passion. Quel genre d'oiseau vous venez filmer ?»
Et Ariane ne savait pas quoi répondre. Ariane est vraiment le cerveau de Strain Hunter. C'est généralement grâce à ses connexions à travers le monde que nous pouvons accéder aux endroits où nous allons. C'est aussi lui qui a la charge compliquée de trouver les fonds pour faire le boulot correctement. Ariane profite de sa nouvelle notoriété pour lancer toute une collection de produits dérivés. De la casquette au sweat, en passant par les briquets, ou encore ses statuettes à son effigie. C'est vrai que ces films qui circulent sur Internet, toutes ces choses, ça vient très clairement aider dans son business, quoi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu, que les jeunes fumeurs connaissent, admirent pour certains, parce que c'est vrai qu'on le voit là dans ses aventures, en train de marcher dans la jungle pour chercher de l'herbe. Et je crois que ça correspond vraiment à quelque chose qui est assez demandé aujourd'hui et assez valorisé. Donc c'est vraiment le roi du marketing jusqu'à la mise en scène de sa propre personne. Une mise en scène savamment huilée autour d'une substance dangereuse dont la culture et la consommation sont punies en France. Il a bien saisi toute l'importance de l'image, toute l'importance du storytelling. C'est un très très fort en storytelling, puisqu'il se met en scène dans différentes situations et il évolue en fonction. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait apprendre aux gens à cultiver en intérieur. Donc ça a été Ariane le petit jardinier. Il s'est mis en situation du petit jardinier, machin, et tout. Et puis quand il a fallu amener encore de la nouveauté, il raconte une nouvelle histoire qui est Ariane, Tintin sporteur, au pays du cannabis magique, et il part sur la route et il va amener les gens là où ils n'auront pas forcément ni les moyens financiers, ni les contacts, ni le courage d'aller. Il fait de la pure com, c'est du pur storytelling, c'est plutôt bien fait. Et ça lui a fait encore augmenter son aura et son prestige au niveau international. Ce prestige est acquis, il ne faut pas l'oublier, par le biais d'une activité certes lucrative, mais considérée comme criminelle dans la plupart des pays du monde. Mais le principal intéressé, Ariane Roskam lui-même, réfute l'image d'un homme d'affaires calculateur. Il ne serait pas le roi du marketing. Il aurait même, comble de l'histoire, des vertus philanthropiques aussi cachées qu'inattendues. Les gens disent que je suis le roi du marketing, mais je vais vraiment dans la jungle. Je vais vraiment chercher mes produits dans la jungle. Donc à tous les gens qui disent que je suis le roi du marketing, les autres sociétés ne sont jamais allées là-bas. Ok ? Et ils disent que je suis le roi du marketing ? Eh bien je vais aussi dans la jungle et je risque ma vie. Je vais dans les zones très dangereuses en Colombie avec mes jeunes enfants. Là où personne d'autre ne va. Et je montre aux gens à quel point les locaux là-bas dépendent de la marijuana. Donc nous sommes pour la régulation, et peut-être même pour une légalisation. Mais moi, Franco et les équipes de Greenhouse, avec notre fondation, on s'inquiète vraiment pour les gens en Afrique, vers l'Équateur en Amérique du Sud et aux Philippines par exemple. Qu'arrivera-t-il à tous ces gens qui dépendent de la marijuana ? Entre provocation, mégalomanie et sens aigu des affaires, Ariane Roskam est aujourd'hui un personnage qui dérange tout autant qu'il fascine. Il emploie aujourd'hui 80 personnes en Hollande et à travers le monde. La plupart des spécialistes que nous avons interrogés voient surtout en lui un homme d'affaires qui a réussi. Une réussite construite sur une drogue. Peu importe l'avenir, il sera toujours là. Il est constant, sans avoir complètement pété les plombs, ce qui est quand même un des risques aussi dans des réussites fulgurantes comme ça, tout en étant bien mégalo ce qu'il faut quand on a une telle réussite. Je trouve qu'il est assez juste par rapport à ça, mais il était déjà au départ. Il est constant là-dessus, et c'est plutôt un gage de réussite maintenant. Après tout, il paie ses impôts. Donc, quel maire s'en prendrait à quelqu'un qui paye ses taxes ? Il représente quand même une image très entrepreneuriale, assez clean, et je pense que c'est plutôt ça quand même s'il y a un peu trop de show-off, même s'il la ramène et tout, mais c'est quand même plutôt ça que les Néerlandais veulent avoir comme image.
parce que voilà, c'est un entrepreneur qui réussit. Quelqu'un deviendra le Bill Gates de la marijuana. Mais il n'y en aura qu'un. Est-ce que ce sera Ariane? Peut-être. Il a ses chances. Mais il doit commencer à investir aux États-Unis. À 50 ans, Ariane Roskam a réussi un incroyable tour de force. Devenir le roi d'une substance interdite à fumer dans plus de 150 pays au monde. Et tant que personne ne l'arrête pour ses activités aux limites de la loi, il continue d'étendre son empire. Il vise désormais le marché des États-Unis et réfléchit même à la meilleure façon de créer des médicaments à base de cannabis. Mais qu'est-ce qui pourrait bien arrêter Ariane Roskam aujourd'hui ? La semaine prochaine, c'est à un autre destin tout aussi exceptionnel que nous nous intéresserons. Celui de Wolfgang Beltraki, le prince des faussaires d'art. À chaque fois que Wolfgang Beltraki avait besoin d'argent, il peignait un nouveau faux pour en gagner. 50 000, l'enchère est ici. Si on faisait ça dans un film, tout le monde dirait « Oh allez, ce n'est pas crédible ». Mais en fait, si. À bientôt dans Criminel 2.0 sur 13e rue.